Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, je vais vous raconter 10 histoires d'horreur, des vraies histoires d'horreur qui se sont déroulées en France. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime pour le soutien et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui se sont abonnés récemment sur Instagram. Merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver là-bas. Si vous aussi vous souhaitez le faire, vous le pouvez bien sûr. Le petit objectif que je me suis fixé, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés là-bas. Aidez-moi à accomplir ce but. Et si maintenant vous êtes bien installés, on est parti pour découvrir ensemble ces 10 histoires vraies en France. Dans cette première histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Iris. C'est un faux nom qui a été proposé par la rédactrice de cette histoire. Elle a déjà utilisé un faux nom, donc dans la vidéo, on va utiliser le même. Elle nous dit qu'au moment où se déroule son histoire, elle était âgée de 18 ans. Nous étions au cours d'un après-midi d'hiver et sa meilleure amie, du nom de Valentine, lui a téléphoné afin de l'informer que ses parents partaient le week-end et donc qu'Iris était la bienvenue si elle souhaitait passer afin d'avoir un moment entre copines. Donc, assez joyeuse face à cette idée, Iris a préparé quelques affaires, elle avait le permis de conduire et elle a pris une voiture pour se rendre chez sa meilleure amie. Elle arrive chez elle, elles sont très heureuses de se retrouver, elles ont pour ambition de passer un très bon week-end. Et donc, première activité qui est organisée, c'est un jeu de société. Donc les deux filles s'installent sur le canapé et elles commencent à jouer. Le temps passe et au bout d'un moment, la faim commence à s'installer dans l'estomac d'Iris et de Valentine. Alors, elles sont naturellement allées vers le frigo pour voir ce qu'elles pourraient grignoter, sauf que il n'y a rien qui leur donnait envie à ce moment-là. Donc, elles se sont dit qu'elles allaient se faire livrer des pizzas, quelque chose qui leur mettait nettement plus l'eau à la bouche. Sauf que, petit problème, la maison où vit Valentine et donc où se trouve Iris est assez éloignée de la ville. Alors malheureusement, la pizzeria ne propose pas la livraison dans cette zone. Le seul moyen pour les deux jeunes filles de récupérer leur pizza, c'est de se rendre elles-mêmes dans la pizzeria. Alors ce n'est pas quelque chose qui les décourage. Iris était venue avec sa voiture, alors les deux jeunes filles se préparent, montent dans la voiture et partent en direction de la pizzeria pour aller chercher ces mets bien mérité. Les deux jeunes filles récupèrent leur pizza et elles ont maintenant qu'une hâte, c'est de manger ce qu'elles avaient commandé. Alors elles rentrent à la maison rapidement, mais une fois arrivées sur place, elles se rendent compte d'une chose. On est en hiver et à l'intérieur de la maison, bien qu'il y avait du chauffage, il faisait étonnamment froid. Alors, pensant que peut-être une fenêtre avait été laissée ouverte, les deux jeunes filles commencent à inspecter les lieux. Un tour est donc réalisé et aucune fenêtre ne semble ouverte. Mais, par contre, c'est en faisant le tour cette fois-ci des différentes portes que là, Iris et Valentine se rendent compte de quelque chose. Les portes du garage étaient ouvertes. Il y avait une porte qui menait de l'extérieur vers l'intérieur du garage et une seconde du garage vers l'intérieur de la maison, soit directement vers la cuisine. Et ces deux portes-là qui étaient initialement jamais vraiment utilisées, là, étaient grandes ouvertes. Évidemment, cet événement inattendu crée une certaine surprise pour Iris et Valentine. Les deux jeunes filles ferment les portes, elles se rassurent en se disant que c'est peut-être le vent qui a causé l'ouverture de ces fameuses portes. Et donc, rapidement, après, elles passent à autre chose. Elles avaient extrêmement faim, alors les deux jeunes filles prennent leur pizza, s'installent sur le canapé où elles avaient précédemment joué à des jeux de société, et elles dégustent leur pizza en regardant un film d'horreur. Et alors qu'elles sont en train de se régaler, un bruit se fait entendre venant de la cuisine. Valentine tout de suite commence à paniquer, elle stresse énormément. Iris, elle, essaye de la rassurer, elle essaye de rationaliser les choses, de trouver une réponse à cette question qui vient de se poser, de qu'est-ce qui a causé ce fameux bruit. Elle dit que c'est peut-être le chat de Valentine, sauf que Valentine se retourne avec un visage extrêmement pâle vers Iris et elle dit « ce n'est pas le chat, il est sur mes genoux ». Effectivement, en jetant un coup d'œil un peu plus attentif, Iris remarque que le chat était bien là. Avant, elle n'avait pas remarqué la présence du fameux chat. Donc si ce n'est pas le chat qui a causé ce fameux bruit qui a retenti dans la cuisine, qu'est-ce que c'est? À peine les deux jeunes filles ont eu le temps de se poser cette question, qu'Iris a vu du coin de son regard une ombre passer. Mais elle pense que ce n'est peut-être un effet d'optique, une illusion.
un tour que son imagination lui a joué. Iris et Valentine étaient amatrices de threads d'horreur, donc elles se disent que probablement elles ont un peu trop regardé, ce qui a entraîné ici une situation de paranoïa. Sauf que Valentine, elle prend les choses un peu plus au sérieux. Le film d'horreur est mis en pause et Valentine et Iris décident de débarrasser leur carton de pizza pour passer un peu à autre chose, essayer d'avoir de nouveau les pieds sur terre. Il y avait le film d'horreur qui les avait mis dans une ambiance, en plus ce fameux bruit, plus le truc de la porte, donc elles se sont dit ok, faut qu'on se pose un petit peu. Et alors que les deux jeunes filles sont en train de débarrasser, un autre bruit se fait entendre. Valentine est toujours aussi paniquée. Et pour Iris, là aussi la situation commence à devenir assez pesante. Elles finissent de débarrasser et Iris se dit bon, je vais aller me laver les mains. Elle va donc vers la salle de bain et peu de temps après qu'elle soit rentrée dans la pièce, Valentine arrive avec son chat et elle a un sac de sport dans les mains. Elle verrouille la porte de la salle de bain et elle semble complètement paniquée. Iris demande ce qu'il se passe et Valentine répond juste « on se casse d'ici ». Iris ne cherche pas à comprendre, elle ouvre la fenêtre de la salle de bain qui mène à l'extérieur. Le chat est pris, le sac de sport c'était pour lui, pour qu'il puisse être transporté et les deux filles passent par la fenêtre. Elles se dirigent vers la rue en courant. Elle s'éloigne un petit peu du domicile, pas trop, elle se cache derrière un buisson qui se trouvait au niveau du portail. Et une fois à l'extérieur, peut-être que c'est l'air frais qui a fait baisser un peu l'adrénaline, mais Iris dit c'est pas un petit peu abusé ce qu'on fait là? Sauf que, à peine elle a eu le temps de terminer sa phrase, que son regard a été attiré par quelque chose. Il y avait un lampadaire pas loin de la maison qui éclairait la porte d'entrée, et Iris a vu qu'il y avait deux individus, visiblement des hommes, complètement vêtus de noir qui sortaient de la maison. Et l'un d'entre eux regardait tout autour comme s'il cherchait quelque chose, mais dans sa main, il avait une hache. Iris et son ami étaient bien cachés, l'individu avec la hache a commencé à marcher dans la direction de leur cachette, et c'est là que les deux jeunes filles l'ont entendu dire « mais elles sont où ?» C'est après avoir attendu que l'homme s'éloigne que les deux jeunes filles se sont éloignées encore de la maison par sécurité au cas où. Pendant longtemps, elles ont patienté cachées jusqu'à ce que la voiture d'un voisin passe dans la rue. Là, elles ont vu leur chance. Iris et Valentine se sont précipitées vers ce voisin et elles lui ont tout raconté. Pour mettre en sécurité Iris et Valentine, le voisin les a conviés chez lui et une fois bien en sécurité, la Valentine a contacté ses parents pour qu'ils rentrent en urgence. C'est ce qui a été fait, les parents sont rentrés de leur week-end immédiatement et une fois arrivés, les parents ont emmené Iris et Valentine au commissariat pour qu'elles racontent ce qu'il s'est passé. Les policiers ont pris la déposition, mais malheureusement ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose, sachant que l'événement en soi était terminé, et donc ce qu'ils peuvent faire par contre c'est patrouiller plus régulièrement afin peut-être de retomber sur ces fameux individus. Très peu de temps après ces événements, Valentine et sa famille ont déménagé, soucieux de revivre ce genre d'événement. C'est là que son témoignage se termine. Qui étaient ces individus? Ça c'est le mystère de l'histoire qu'a présenté Iris. Il est probable, alors ça c'est mon petit avis, que ces deux personnes aient remarqué l'absence des parents. Ils ont peut-être même vu les parents partir, alors ils ont considéré que le domicile de Valentine était un endroit facile à cambrioler. Est-ce que le cambriolage était vraiment le mobile des deux individus ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière, de plus malsain, le meurtre, des abus? C'est quelque chose qu'on ignore et je pense que dans cette histoire, il est bien plus positif qu'on ignore la chose car si on ne sait pas ce qu'il s'est passé, c'est qu'Iris et Valentine ont évité le pire. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous appellerons ici Kim. Kim nous dit qu'elle est âgée de 21 ans et qu'elle n'allait pas très bien. Elle avait du mal à trouver le grand amour, alors elle a décidé de faire sa première fois avec quelqu'un en qui elle avait confiance, son meilleur ami, et après cela, elle a trouvé quelqu'un avec qui c'était uniquement physique, dans le sens où c'était plutôt des plans d'un soir qu'une relation à long terme. Mais au-delà de ça, elle s'entendait quand même très bien avec ce fameux coup d'un soir, que ce soit la personnalité, vraiment, c'est quelqu'un avec qui elle aurait pu complètement se mettre en couple. Sauf que, peut-être que certains d'entre vous connaissent ça, ce jeune homme, lui, a décidé de mettre fin à ce début de relation avec Kim car il repensait encore à son ex. Naturellement, Kim s'est retrouvée complètement abattue. Psychologiquement, ça n'allait pas du tout, alors elle a fait une tentative, celle de se donner la mort. Heureusement, elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, elle a été prise en charge par les urgences puis par un institut spécialisé pour qu'elle puisse enfin aller mieux et avoir la vie heureuse qu'elle mérite tant.
Mais malheureusement, une fois sortie de l'institut spécialisé, Kim ne va pas encore mieux à 100%. Elle a des addictions, notamment une pour l'alcool. Elle est donc dans un système autodestructeur, et pour compléter ce cercle vicieux qui lui fait du mal, Kim est présente sur des applications de rencontres. Son objectif est simple, essayer de trouver quelqu'un, faire des rencontres, afin d'oublier le jeune homme qui lui a brisé le cœur. Généralement, quand elle a des dates, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invite les personnes avec qui elle a matché sur les applications de rencontres directement chez elle. C'est ce qu'elle avait fait à la base pour la personne qu'elle avait rencontrée, avec qui ça s'était bien passé, mais qui l'avait finalement laissée. Donc elle n'avait pas de mauvaise expérience vis-à-vis d'inviter les gens chez elle. Et même, elle a fait quelques rencontres, ça ne s'est pas mal passé, évidemment, jusqu'à cette exception qui a confirmé la règle. Elle avait matché avec quelqu'un qu'elle a dénommé comme un certain Mathieu, un prénom qui n'est pas le vrai prénom. Elle nous dit que physiquement, Mathieu n'était pas un Apollon, il avait quelques kilos en trop, mais Kim, elle, ne se prétendait pas être la plus belle non plus. Elle se disait que peut-être ce Mathieu avait bien plus qu'à offrir qu'un physique, qu'il était peut-être très intéressant, donc elle a quand même matché avec lui, voulant découvrir ce qui se cachait derrière les photos qu'il présentait sur l'application de rencontre. Kim et ce fameux Mathieu d'abord discutent, le feeling passe plutôt bien, et pour Kim déjà les choses sont plutôt claires. Elle se dit que ce jeune homme, ce ne sera pas l'amour de sa vie, mais pourquoi pas se rencontrer, que ce soit potentiellement un coup d'un soir, mais ça n'ira pas plus loin. Elle a eu, au fur et à mesure des discussions, quelques informations sur ce Mathieu. Il lui a déjà donné son adresse, le travail qu'il faisait, mais apparemment il venait de se faire licencier. Et Kim, elle, au fur et à mesure de la conversation, donnant peut-être un peu de confiance à ce Mathieu, révèle quelques aspects de sa propre vie, des aspects personnels comme le fait qu'elle n'allait pas très bien, qu'elle était sortie d'un institut spécialisé. Mais derrière cette confession, il y avait un but. C'était pour dire à ce Mathieu de faire attention quand même à son comportement. Et justement, l'ouverture de son cœur a fait que Mathieu, lui aussi, s'est confessé un petit peu. Dans le bon sens ici, car ça a permis de voir du côté de Kim qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Eux deux ne se voyaient pas ensemble pour une relation longue, ils se voyaient l'un et l'autre comme un coup d'un soir, mais pas juste un coup d'un soir où je viens chez toi, on fait ce qu'on a à faire et je m'en vais. Un coup d'un soir avec quand même un peu plus de romantisme, quelques câlins, passer quand même au-delà de l'aspect physique, des moments un peu romantiques aussi. Mathieu lui répond que c'est ce qu'il veut également, alors Kim est ici comblé. Alors, après bon nombre de conversations, un rendez-vous a été fixé. Kim, comme à son habitude, a proposé à Mathieu de venir chez elle. Elle avait prévu au programme une petite soirée à faire des mojitos. Mathieu lui devait ramener de quoi fumer un petit peu aussi. Et finalement, le jour J arrive. Mathieu se présente au domicile de Kim. Et là, pour notre ami, c'est un peu la douche froide. C'est pas que Mathieu ne ressemble pas à ses photos, c'est que sur ses photos, il s'était vraiment mis en avant, alors que dans la vraie vie, il prenait nettement moins soin de lui. Il a l'air d'avoir par exemple les cheveux gras, il n'est pas soigné, il est venu à ce rendez-vous avec des vêtements tachés. Clairement, Kim dit que ce jeune homme avait un style d'adolescent alors qu'il avait pourtant 26 ans. Kim nous dit que voilà, elle est un peu refroidie par tout ça, mais elle se sent quand même très seule, elle a besoin de compagnie, donc elle décide quand même d'inviter Mathieu à passer la soirée avec elle. Elle lui propose de se mettre en cuisine pour faire les fameux mojitos, pendant que elle choisit un film devant lequel passer la soirée. Les mojitos sont prêts, la soirée commence bel et bien, et encore une fois, pour Kim, ici, c'est une douche froide. Mathieu, selon ce qu'elle dit, n'est pas très intéressant. Clairement, Kim s'ennuie en sa compagnie, qu'il soit là ou pas, c'est la même chose. Kim se noie donc dans son verre, et d'un coup, c'est le trou noir. Il y a un trou noir qui a duré 3 jours. Elle ne se souvient absolument pas de ce qu'il s'est passé. Alors, elle a demandé à Mathieu, celui qui était présent avec elle, ce qu'ils ont fait de leur soirée. Et Mathieu lui a dit qu'ils ont chacun bu leur verre, qu'ils ont regardé le film, et qu'ensuite ils sont allés dans la chambre de Kim. Kim a quelques vagues souvenirs, elle se souvient avoir été nue dans son lit, alors que Mathieu, lui, était complètement habillé au niveau de la porte de la chambre, qu'il la regardait, et qu'ensuite il l'a enfermée dans la chambre. Pas à clé, mais il a fermé la porte. Pendant la nuit, le téléphone de Kim s'est déchargé, elle avait des rendez-vous le lendemain avec des amis, elle ne s'est donc pas présentée, les amis se sont inquiétés parce qu'elles l'ont appelée, mais elles n'ont pas eu de réponse. La sœur de Kim a été contactée, alors elle aussi inquiète a essayé d'appeler la jeune femme, mais encore une fois pas de réponse. Les amis, inquiètes, sont allés directement au domicile de Kim, elles ont sonné chez elle mais elle n'a pas ouvert.
L'inquiétude ne faisant que monter, finalement, les pompiers ont été appelés. Ils ont réussi à ouvrir la porte de l'immeuble, mais pas la porte de l'appartement de Kim. Donc c'est à force de coups sur la porte que la Kim se serait réveillée complètement dans le flou, avec un plaid pour cacher le fait qu'elle était complètement nue, et elle ne semblait pas comprendre ce qu'il se passait. Pour les pompiers, la situation est plutôt simple, Kim est en gueule de bois. Alors, pour les services de secours ici, pas d'inquiétude, ils repartent. Les amis de Kim, elles par contre, décident de rester. Elles l'aident à s'habiller, et c'est en l'aidant à se vêtir que là, elle remarque qu'il y a de la bétadine sur certains membres de son corps. C'était de la bétadine jaune qui est un antiseptique. Elle en avait sur les jambes, les bras, le ventre. Alors curieuse, on lui demande pourquoi elle a ça. Et Kim aurait répondu qu'elle se serait brûlée et donc qu'elle aurait utilisé de la bétadine pour soulager la brûlure. Sauf qu'elle n'avait aucune trace de brûlure, même d'une quelconque blessure. Et en plus de ça, elle n'avait pas ce genre de produit chez elle. Inquiète quand même pour Kim, les amis décident de prendre son chat, de la prendre elle et de la ramener chez l'une des amies afin de prendre soin d'elle parce que Kim est très bizarre. Elle semble ne pas vraiment savoir où elle est dans un état comateux, elle semble avoir du mal à réfléchir. Et d'ailleurs, une pensée vient en tête des amis et même de la sœur de Kim, c'est qu'elle aurait essayé de nouveau de se donner la mort. Alors inquiète, la sœur a pris Kim chez elle pour s'occuper d'elle et au bout de quelques jours, Kim se plaint de douleurs au niveau de ses parties intimes. Alors, sa sœur l'a emmenée à l'hôpital. À l'hôpital, elle parle de ce qu'il s'est passé, qu'elle a potentiellement eu un rapport non protégé. Ça, elle n'en a aucune idée, elle n'en a aucun souvenir. Donc plusieurs tests sont réalisés. Et sachant qu'elle n'était pas dans son état normal, ici, il y a possibilité que Kim ait été victime d'un abus de la part de ce fameux Mathieu. Alors on lui conseille vivement d'aller porter plainte et de se rendre au plus vite auprès des urgences gynécologiques. Après le passage à l'hôpital, Kim est ramenée chez sa sœur. C'est le lendemain que là, elle commence à retrouver ses capacités, sa réflexion, et c'est quelque chose d'ailleurs qui est remarqué par ses proches. Déjà, juste par rapport au fait que les propos qu'elle tient sont nettement plus cohérents qu'avant. Elle va aux urgences gynécologiques, on lui donne un traitement, au cas où bien sûr. Concrètement, elle a fait plein de rendez-vous médicaux pour s'assurer que tout allait bien. Elle est même allée porter plainte au commissariat. Et en racontant ce qu'il s'est passé, que ce soit auprès de différents membres du personnel médical ou auprès de la police, une chose est ressortie de la situation. Un terme bien précis sur ce qui se serait passé pendant cette fameuse nuit. Le terme qui est ressorti, c'est celui de trafic d'organes. Les services de secours et la police ont tendance à penser que Kim a échappé à un prélèvement d'un de ses organes. Le fameux Mathieu se serait simplement dégonflé au dernier moment, mais que son ambition initiale, c'était ça. Quand il a préparé les mojitos, il aurait mis une drogue à l'intérieur, ce qui a fait évidemment que Kim ensuite était dans les vapes après avoir consommé la fameuse boisson, et une fois inconsciente, Mathieu l'aurait déshabillé, aurait recouvert son corps de bétadine pour pouvoir ensuite prélever l'un de ses organes, potentiellement un rein. Une fois que ça allait mieux pour Kim, elle est rentrée chez elle et elle a constaté qu'il y avait à certains endroits de son appartement du sang. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nul ne le sait, sauf Mathieu. Et ce qui est très étonnant dans cette histoire, c'est que le fameux Mathieu, bien qu'il y avait son adresse qui avait été communiquée à la police parce qu'il y avait l'historique des messages sur l'application de rencontre, eh bien, n'a jamais été arrêté ou inquiété de quoi que ce soit. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant, même pas interrogé apparemment. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment? On l'ignore. Quoi qu'il en soit, on ne peut être qu'heureux que Kim n'ait pas été victime d'un trafic d'organes comme peut-être c'était prévu par ce fameux Mathieu. Je croise les doigts pour que cet individu ne lui ait rien fait. Sinon j'espère qu'il va payer pour l'atrocité qu'il aura commis. Ce qu'on peut souhaiter à Kim, c'est qu'elle aille mieux, qu'elle sorte de ses périodes dépressives. Je suis quasiment sûr qu'elle y arrivera parce que je pense honnêtement qu'elle a une force en elle qu'elle ignore et qui lui permettra de surmonter ses épreuves. Dans cette histoire, je vais vous partager ce qu'a raconté Marie. Pour commencer, Marie nous explique qu'elle est quelqu'un qui est toujours très organisé. Elle est très carrée dans ce qu'elle fait, elle aime tout planifier et elle a tendance à ne pas trop aimer quand des choses sortent de ce qu'elle a planifié. Ça, c'est pour sa personnalité et elle nous raconte qu'il y a quelques années, elle a rencontré un homme dans un bar et assez rapidement, le feeling est bien passé entre elle et lui. Ça a été presque un coup de foudre immédiat. Cet homme, qui a été appelé ici Sébastien, avait tout pour plaire à Marie. Elle se voyait déjà faire sa vie avec lui et elle pensait que c'était réciproque de l'autre côté. Rapidement, Sébastien et Marie se sont mis ensemble, les choses sont allées très vite entre elle et lui, elle lui a présenté rapidement sa famille, ses amis, elle l'a vite inclus dans sa vie, mais au grand désarroi de notre ami, lui ne semblait pas aller aussi vite qu'elle.
il ne voyait pas la nécessité de la présenter à sa famille ou à ses amis. Et au début, ça ne dérangeait pas Marie outre mesure. Elle se dit que pour elle, il y a ici une évidence, l'évidence de l'amour, mais que pour lui, ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'il avait eu de mauvaises expériences par le passé sentimentalement, alors il ne voulait pas se presser. Généralement, quand Marie et Sébastien se voyaient, c'est Sébastien qui faisait le déplacement. Lui vivait en banlieue et elle, n'ayant pas le permis, ça a été plus simple que lui se déplace. Un jour, à peu près une semaine après que Sébastien et Marie se soient mis officiellement en couple, car avant, ils se fréquentaient mais ils n'avaient pas vraiment mis de mots sur leur relation. Sébastien était chez Marie et Marie, elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais a eu l'envie de prendre un peu l'air, mais seule. Elle avait proposé l'idée à Sébastien, mais Sébastien lui n'avait pas envie de se déplacer, donc Marie est sortie toute seule à ce moment-là. Marie a donc fait sa petite promenade, elle a croisé un petit chaton effrayé sous une voiture, et adorant les animaux et ayant peur que ce chaton se fasse malheureusement écraser pensant qu'il l'a abandonné, Marie essayait de l'attraper pour le mettre en sécurité. Elle a réussi, elle a vu qu'effectivement le chaton n'avait pas de collier, donc elle a décidé de le ramener à la maison. Elle explique qu'elle vit dans un quartier où les chats ont tendance à fuguer ou à être en voie de disparition. Et il y a un groupe WhatsApp entre les différents voisins qui s'est créé afin que chacun puisse dire s'il a trouvé un animal et que son propriétaire puisse le récupérer. Alors Marie l'a ramené chez elle et elle était déterminée à retrouver à qui il appartenait si effectivement il appartenait à quelqu'un. Sauf qu'ici, problème, la caméra de l'appareil photo à l'arrière du téléphone de Marie était cassée, donc elle ne pouvait pas prendre de photos. Elle a donc tout de suite pensé à emprunter le téléphone de Sébastien. Elle lui explique sa démarche, Sébastien accepte de lui prêter son téléphone, et pendant que Marie est occupée à prendre des photos du chaton, Sébastien, lui, part aux toilettes. Et c'est là qu'une idée vient en tête de Marie. Elle se dit, Sébastien est aux toilettes, j'ai son téléphone déverrouillé entre les mains, est-ce que je ne fouillerai pas un petit peu? Effectivement, depuis le début de cette relation, Maria, bien qu'elle est très heureuse de ce qu'elle vit avec Sébastien, se dit qu'il y a potentiellement anguille sous roche. Elle se dit que c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Elle se dit, il me trompe, il voit d'autres filles, il ne prend pas la relation au sérieux, donc elle décide de fouiller. Elle commence donc par fouiller l'Instagram de ce Sébastien. Et déjà pour elle, c'est la surprise. Ce Sébastien a plusieurs profils au nom de Sébastien, mais d'autres au nom de Paul, de Ludovic, comme si Sébastien n'était peut-être pas son vrai prénom et qu'il jouait sur plein de tableaux différents, mais c'est en parcourant les messages que là, Marie est tombée sur quelque chose qui l'a horrifiée. Il y avait énormément de photos de Marie qui avaient été envoyées à un numéro inconnu. Des photos dans des circonstances toutes différentes, il y avait même la fameuse routine de Marie qui était notée. Clairement, ce fameux Sébastien suivait Marie depuis un bon moment. Donc, en voyant ça, naturellement, une peur se déclenche chez Marie. La peur, c'est de confronter Sébastien quand il sera de retour des toilettes. Elle décide donc d'essayer de faire comme si de rien n'était. Sébastien sort des toilettes, et il remarque que Marie est quelque peu différente, mais il ne relève pas la chose. Finalement, c'est quand il s'en va que Marie file au commissariat pour en parler à la police. Mais malheureusement, elle n'avait pas de preuve de ce qu'elle avançait. Tous ces messages très étranges, elle les a vus, mais elle n'a pas pris de photos pour avoir des preuves. En plus, sa caméra était cassée, donc elle ne pouvait pas le faire. Et elle n'avait pas le temps, d'une part, d'envoyer tout ce qu'elle avait trouvé sur son téléphone, et en plus de ça, de cacher ensuite le fait qu'elle avait fouillé le téléphone de Sébastien. Quoi qu'il en soit, la police a dit qu'ils allaient essayer de faire quelque chose, même s'ils ne pensent pas pouvoir faire grand chose, sachant que Sébastien n'est probablement pas le vrai prénom de cet homme. En plus, l'adresse qu'il avait communiquée à Marie n'était pas sa vraie adresse. En réalité, c'était une maison qui était habitée par des retraités, donc cet homme, en réalité, était un fantôme. Alors, apeurée par toute cette situation, Marie, ayant peur pour sa sécurité, a décidé de ne pas rentrer chez elle. Pendant une semaine, elle est restée chez sa meilleure amie et elle a mis un terme à tous les contacts qu'elle pouvait avoir avec Sébastien, c'est-à-dire qu'elle l'a bloqué d'absolument partout. Néanmoins, cette histoire ne s'arrête pas là. Effectivement, un peu plus tard, Marie a entendu parler de ce Sébastien. Bien entendu, ce n'était pas son réel prénom, et il avait été arrêté et il était en attente d'un jugement pour trafic sexuel. Effectivement, il prenait des photos de femmes qu'il fréquentait à leur insu pour ensuite les revendre derrière ou les partager. Suite à la fouille de son téléphone et de son ordinateur, où on a trouvé énormément de preuves, Sébastien a été enfermé. Mais bien que justice ait été rendue, cette situation a développé de la paranoïa chez Marie. Elle était déjà un petit peu paranoïaque au début, mais là beaucoup plus, ce qui est évidemment compréhensible, et elle se demande ce qu'il se serait passé si jamais elle n'avait pas réalisé cette fouille et que la relation avait continué. Elle se demande en soi jusqu'à où tout cela
aurait pu bien aller. Et bien qu'elle se pose cette question, elle est probablement des plus heureuses de ne jamais l'avoir découvert. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous partager quelque chose qu'a raconté Elena. Elena nous dit que son histoire prend place quand elle était âgée de 17 ans. On était au mois de novembre, elle était avec ses amis, chez elle, et elles avaient prévu de regarder un petit film tranquillement. Elles étaient au numéro de 3, c'était en soi Elena et ses 2 amis d'enfance. Et après avoir vu le film, à la fin de la soirée, les 2 amis allaient partir, mais Elena s'est dit qu'elle avait envie de prendre un peu l'air, donc elle a proposé de raccompagner ses amis à pied jusqu'à chez elle. Elle n'habitait vraiment pas loin, à quelques rues à peine de là où vivait Elena, donc ce n'était pas vraiment un problème. Et donc, les 2 amis ont commencé à se préparer pour partir. Elena, elle était déjà prête, donc elle a décidé de les attendre dans la rue directement. Elle voulait prendre un petit moment pour elle, apprécier le silence qu'il y avait pendant cette fameuse soirée, mais à un moment donné, assez instinctivement, elle a tourné la tête dans une certaine direction. Elle se sentait observée et donc elle n'explique pas son geste, mais elle l'a fait et elle a eu raison car elle a vu au milieu de la rue un peu plus loin qu'il y avait un homme assez grand avec un sac à dos qui ne la quittait pas du regard. D'abord, Elena ne panique pas, il se dit que c'est probablement un homme qui a été surpris de la voir, qui ne s'attendait pas à voir une jeune femme assise sur le trottoir en plein milieu de la nuit car il était aux alentours des minuit. Donc, Elena se lève, elle décide de marcher en direction de sa maison pour avoir l'air complètement normal et après cela, Elena voit que cet homme va dans une petite ruelle adjacente à sa rue. Un endroit où il n'y a que des habitations, donc elle se dit que cet individu vit probablement ici. L'homme quitte le champ de vision d'Elena et ensuite ses 2 amis la rejoignent. Le petit groupe commence à faire son petit périple et pour se rendre chez les fameux amis, il fallait passer devant la ruelle où l'homme est allé. Et naturellement, Elena jette un coup d'œil en passant au niveau de la ruelle pour voir si elle aperçoit toujours l'homme. Et elle le voit bien, sauf qu'il n'est pas dans le contexte auquel elle pensait. Elle le voit assis derrière un buisson en train de regarder les jeunes filles passer. Elle remarque aussi quelque chose qu'elle n'avait pas vu précédemment, c'est que l'homme a un masque blanc. Elena garde le secret de ce qu'elle voit, elle ne le dit pas à ses amis, elle ne veut pas les affoler pour peut-être rien, car à part le fait que cet homme les observe, pour le moment, il n'y a pas vraiment de danger selon elle. Le groupe continue donc de marcher, la ruelle a été dépassée, et par curiosité encore, Elena se retourne pour regarder derrière elle. Et de nouveau, elle voit l'individu au masque blanc qu'il est sorti de sa cachette. Mais là, elle remarque un autre détail qui cette fois-ci lui fait comprendre qu'il y a bel et bien un danger. Ce détail, c'est que dans sa main droite, cet homme avait un couteau. Tout de suite, Elena sent son cœur sortir de sa poitrine. Elle a des nœuds à l'estomac. Elle réalise ce qu'il est en train de se passer. Elle se tourne donc vers ses amies qui, elles, n'avaient aucune idée de la situation dans laquelle elles se trouvaient. Elles étaient en train de rire tranquillement. Et Elena leur coupe la parole en disant « Les filles, il y a un homme derrière nous avec un couteau. » Tout de suite, les 2 filles se retournent et s'aperçoivent que ce que dit Elena est bel et bien vrai. Alors toutes se mettent à courir pour leur vie. Elles courent jusqu'au domicile d'une des 2 filles et l'homme, lui, les suit simplement en marchant. Finalement, le groupe arrive à se mettre en sécurité. Tout ce qui vient de se passer est raconté au papa d'une des 2 amies qui ne croit pas la situation. Il trouve que ça semble trop gros, assez grotesque, mais complètement apeurées, les 2 jeunes filles décident d'aller voir à la fenêtre si l'homme les a suivis jusque-là. Et oui, c'est bel et bien le cas. Alors le père est appelé et effectivement lui aussi assiste à la présence de cet individu assez menaçant. Tout de suite, il appelle la police, il ne va pas confronter l'homme directement, sauf que, à la fin de l'appel avec la police, l'homme avait pris la fuite. Inquiet pour la sécurité d'Elena et de l'ami qui n'était pas encore arrivé chez elle, le père a décidé de raccompagner les 2 jeunes filles chez l'un et chez l'autre, et une fois rentrée chez elle, en sécurité, et que l'adrénaline est retombée, là Elena est partie se coucher. Elle ne sait pas du tout qui était cette personne, elle a une théorie, mais elle n'est pas sûre que ce soit la vérité, c'est qu'une de ses amies avait été amie avec quelqu'un qui faisait partie d'un gang, un jeune homme. Ce jeune homme, à un moment donné, lui a fait part de ses sentiments qui n'étaient pas réciproques, et donc, se sentant très mal, mais on ne va pas le prendre en compassion, il aurait avoué que cette non-réciprocité lui avait donné envie de faire du mal aux gens. Quoi qu'il en soit, si c'est lui, on espère qu'il a été mis hors d'état de nuire, et même d'ailleurs si c'est quelqu'un d'autre. J'espère honnêtement que c'est simplement quelqu'un qui a voulu faire peur, qui a fait juste une très mauvaise blague et que ce n'était pas réellement quelqu'un qui voulait vraiment faire du mal. Je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Théo. Théo nous dit qu'au moment des faits, il était âgé de 10 ans
Et il avait pour habitude, avec ses amis à l'époque, tous les week-ends d'aller jouer dans un parc à jeux, et ils aimaient beaucoup se raconter des histoires. Mais à un moment donné, à force de se raconter des histoires et de se voir, ils n'avaient plus d'histoires à raconter, donc l'ennui a commencé à s'installer dans le groupe d'amis. Alors, une après-midi, s'ennuyant un petit peu, n'ayant pas d'histoire à se raconter, le groupe a décidé d'aller dans un lotissement situé non loin du fameux parc. Il y avait un grand champ dont l'entrée était interdite, et au milieu de celui-ci se trouvait une maison qui semblait abandonnée. Selon ce que racontaient les adultes, cette maison appartenait à un agriculteur. Mais un des amis s'est rappelé ici une histoire concernant cette fameuse maison. Effectivement, dans ces lieux, il y aurait eu à un moment donné un drame. Effectivement, à l'époque, elle aurait été habitée par des agriculteurs, un couple et leurs enfants, et initialement, le mari avait été forcé de vivre dans cette maison car il avait des problèmes financiers. La vie aurait quand même été paisible jusqu'au moment où le mari aurait perdu l'esprit. Devenant complètement fou, il aurait assassiné sa femme et ses enfants. À la suite de quoi, il se serait lui-même donné la mort en se pendant au plafond. C'est des semaines après le drame que les corps auraient été découverts dans la maison. Alors, on raconte, selon l'histoire, que la maison est hantée. Évidemment, Théo, en entendant cette histoire, est assez dubitatif. Il se dit que si un tel événement s'était produit non loin de chez lui, il serait au courant. Et c'est là que l'ami qui a raconté l'histoire propose quelque chose. C'est d'aller dans la maison pour voir si la légende est vraie. Le groupe a accepté. Donc tous ont escaladé la barrière qui était censée protéger l'entrée, et ensuite, ils se sont tous aventurés au niveau de la maison abandonnée. Il n'y avait pas de porte. La maison était dans un piteux état, et rapidement, en entrant dans la petite maison abandonnée, le groupe a fait face à une scène qui semblait indiquer que l'histoire était vraie. Il y avait des taches de sang séchées sur le sol, une corde coupée au plafond et des rats en décomposition. Alors Théo se dit que l'histoire qu'on lui racontait est probablement vraie. Ce qui a été trouvé dans la maison semble en tout cas bel et bien l'indiquer. Les enfants, complètement horrifiés mais aussi curieux par cette fameuse maison à l'histoire sordide, continue de s'aventurer dans la maison, et c'est l'une des filles qui faisait partie du groupe qui va surprendre tout le monde avec un cri. Alors qu'elle était partie de son côté, elle est tombée sur un squelette humain. Les enfants, complètement apeurés, ont fui les lieux en criant de toute leur force. Ils sont retournés vers le parc où ils étaient initialement en criant toujours. Alors les adultes, leurs parents, ont été intrigués de savoir ce qu'il se passait. Les enfants ont tout raconté et les adultes ont confirmé le fait que l'histoire de l'agriculteur qui a tué sa famille était bien vraie. La police a été contactée, on leur a dit qu'un squelette avait été trouvé et ils sont passés sur le fait que les enfants n'avaient pas le droit de passer, c'était des enfants donc qu'on ne leur en a pas tenu rigueur. La police est allée sur les lieux de la maison, ils ont retrouvé le squelette que la petite fille avait également vu. Il se trouve que c'était le squelette d'une des victimes du fameux drame. C'était un des enfants dont le corps n'avait pas été retrouvé quand le drame s'est produit car le corps avait été caché partiellement. En soi, il était caché dans un placard ou quelque chose de la sorte, et quand initialement la police était rendue sur place, ils avaient vu que toutes les personnes décédées étaient dans la même pièce, donc ils n'ont pas fouillé plus que ça. De plus, cette histoire était très peu connue car la mairie n'avait pas voulu alerter les habitants par rapport à la tragédie qui s'était produite. C'est une histoire qui s'arrête ici. C'est sûr que c'est une belle frayeur que Théo et ses amis ont dû se faire en parcourant cette maison. La morale de cette histoire: quand il y a une pancarte qui dit « entrée interdite », vaut mieux la respecter. Cette nouvelle histoire sera celle de quelqu'un que nous appellerons Mélissandre. Cette histoire prend place quand Mélissandre était étudiante et qu'elle ne vivait pas encore avec son petit ami. Alors, lui avait son appartement et elle aussi. Généralement, Mélissandre squattait énormément chez ce petit ami car il vivait plus près de son université qu'elle-même. Et un soir, le couple a décidé de manger des pizzas. Alors le couple a commandé des pizzas et c'était quelque chose que Mélissandre et son petit ami avaient l'habitude de faire. Effectivement, là où il y avait l'appartement du petit ami, c'était un petit immeuble où il y avait deux autres appartements. Les locataires étaient soit des étudiants, soit des jeunes actifs. Pour rentrer dans l'immeuble, il fallait utiliser un badge. En bas de l'immeuble, il y avait une crêperie que Mélissandre et son petit ami connaissaient, un homme vraiment adorable, qui lui-même faisait une petite ronde à la fin de son travail, ce qui fait que tout cela donnait un sentiment énorme de sécurité à Mélissandre
et son petit ami. Les pizzas arrivent, le couple regarde un film en mangeant et puis une fois la soirée terminée, le couple décide d'aller se coucher. Le coin dodo était en haut d'une mezzanine. Il fallait prendre un petit escalier assez raide pour y accéder et Mélisandre explique que sur cette mezzanine, il n'y avait de la place que pour un matelas. On ne pouvait pas tenir debout à cet endroit précisément. Donc le couple s'endort et c'est vers 3 h du matin que Mélisandre est réveillée par quelque chose qui la dérange. Elle a comme une source lumineuse qui la réveille et en ouvrant les yeux, elle se rend compte qu'il y a comme un flash de téléphone qui l'éblouit. Elle est complètement aveuglée, elle ne distingue qu'une silhouette un peu sombre, mais pour elle, il n'y a aucun problème ici. C'est son petit ami qui est allé peut-être aux toilettes, mais qui en tout cas est descendu de la mezzanine et pour se repérer sans réveiller Mélisandre, il n'a pas allumé les lumières, il a utilisé le flash de son téléphone. Effectivement, vu comme ça tombe sous le sens. Mélisandre se redresse un petit peu, elle tend le bras vers la silhouette comme pour dire « viens, retourne dans le lit », mais elle se rend compte que la silhouette ne bouge pas. Alors, nouvelle pensée, encore une fois pas inquiétante, Mélisandre se dit que peut-être elle prend toute la place dans le lit, alors elle se décale un petit peu. Et c'est en se décalant qu'elle va se rendre compte de quelque chose qui là va commencer à l'angoisser. En reculant dans le lit, elle se rend compte qu'elle se colle à son petit ami qui lui est déjà allongé. C'est donc en remarquant ceci que tout de suite Mélisandre se rend compte que la personne qui l'éblouit n'est pas son petit ami. Elle essaye de réfléchir à ce qu'elle pourrait faire, elle se dit est-ce que je pousse cette fameuse silhouette, mais si la personne tombe, elle pourrait peut-être mourir suite au choc, si elle tombe sur la tête, c'est quelque chose que Mélisandre ici préfère éviter. La pression monte petit à petit, elle ne veut pas réveiller son petit ami, mais au fur et à mesure du temps très rapide, elle ne trouve pas de solution, donc elle se dit qu'en fait elle a bel et bien besoin de son petit ami pour réagir à deux. Alors discrètement, elle met un petit coup à son petit ami qui dort sous la couette. Finalement, le petit ami se réveille et il prend assez rapidement conscience de la situation que le couple est en train de vivre. Le petit ami, sans se faire prier, hurle à la silhouette, cet inconnu, de s'en aller, et cette silhouette s'est exécutée. Très calmement, elle a descendu les escaliers pour accéder à la mezzanine, mais elle n'est pas partie du logement. Elle s'est mise à attendre au niveau du salon. Voyant que l'inconnu patiente encore ici, le petit ami a de nouveau hurlé sur lui, et là, l'inconnu est parti. Pensant maintenant que la personne est partie, là, le couple décide d'appeler la police. C'est Mélisandre qui s'en charge. Le petit ami, lui, était en train de pleurer. Maintenant que la pression était un peu redescendue, il avait tout refoulé pendant que l'inconnu était là, mais là tout descendait. Alors que Mélisandre était en ligne avec la police, elle a analysé l'appartement après avoir allumé les lumières et elle s'est rendue compte de choses qui ont fait qu'elle n'a pas compris la situation. Les objets de valeur étaient toujours là. Il y avait sur une table vers l'entrée du domicile les portefeuilles du couple, mais ils n'avaient pas été touchés alors qu'ils étaient pourtant là en évidence. Les ordinateurs portables aussi n'avaient pas été touchés. C'est comme si l'objectif de cet intrus n'était pas le vol, mais autre chose. De plus, aucune trace d'effraction. Et la raison à cela est simple, le couple avait complètement oublié de verrouiller sa porte. Rappelez-vous, au début de l'histoire, Mélisandre mettait en avant le fait qu'elle se sentait extrêmement en sécurité dans le domicile. Donc, il y a eu cet oubli qui a été réalisé là, parce que justement, ce sentiment de sécurité était omniprésent. Le couple s'est interrogé, ils se sont interrogés sur le fait de pourquoi cet inconnu est juste venu pour regarder Mélisandre et son petit ami dormir, et la police, elle, n'est pas venue sur place parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Pas de vol, pas d'effraction, donc leur venue était apparemment inutile. Au bout de cette histoire, à part une expérience traumatisante, c'est tout ce qu'il y a eu. Pas de suite, pas d'enquête, cet homme n'est jamais revenu, le couple n'a aucune idée de qui cet individu était, mais quoi qu'il en soit, cette expérience a apporté une morale à Mélisandre et son petit ami, c'est que même si on se sent extrêmement en sécurité, il ne faut pas s'empêcher à chaque fois quand même de vérifier les fenêtres et les portes, au cas où que ce type d'événement ne survienne. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous partager ce qu'a raconté Nina. Nina nous dit que quand elle était petite, on était un mercredi, en plein jour, et Nina et sa petite sœur
était complètement seule à la maison. La maman, elle, avait dû aller au travail car elle avait une journée importante avec beaucoup de réunions et le père, lui, était tranquillement à l'extérieur à tondre la pelouse. Nina et sa sœur s'ennuyaient. Alors, elles ont demandé l'autorisation à leur père si elles pouvaient aller faire un petit tour dans le quartier. Tous les voisins étaient connus, c'étaient des amis, alors le père n'y voyait pas d'inconvénient, bien que Nina, elle, n'était âgée que de 9 ans. La seule indication qu'il a donnée à Nina, c'est de faire bien attention à sa petite sœur. Nous sommes dans un village assez éloigné, assez isolé, alors pour le père, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, mais il a quand même donné un téléphone à Nina au cas où. Donc, Nina et sa sœur sont extrêmement contentes, elles vont pouvoir enfin s'amuser un petit peu, voir autre chose, alors elles prennent donc le chemin de leur balade. Elles avaient pour intention de se rendre vers un lac situé non loin pour s'installer tranquillement près de l'eau. Le chemin se passe bien et à un moment donné, Nina et sa sœur arrivent au niveau d'un sentier. Et peu de temps après avoir emprunté ce nouveau chemin, Nina aperçoit comme une forme sur le sol et en se rapprochant un peu, elle se rend compte qu'en réalité c'est un homme qui est allongé par terre comme s'il était mort. Évidemment, c'est un spectacle assez surprenant. Un spectacle qui met Nina mal à l'aise et qui met également mal à l'aise sa petite sœur. Mal-être qui est d'ailleurs exprimé par le fait que sa sœur se cache un peu derrière elle. Nina se rapproche avec précaution de cet individu et une fois qu'elle s'est rapprochée, elle se rend compte que cet homme respire. Déjà c'est un soulagement pour la jeune fille car elle pensait qu'elle avait là affaire à un cadavre initialement. Un peu curieuse, elle demande si cet homme va bien. Là, elle est très proche de cet homme quand elle lui pose la question et l'homme d'un coup se redresse et il attrape Nina par le bras. Il crie son nom, comment cet homme la connaît, elle l'ignore. Nina, totalement paniquée, essaye de se débattre, d'enlever l'emprise que l'homme a sur elle, mais alors qu'elle est en train d'essayer de se dégager de tout cela, l'homme sort un couteau qu'il place sur la gorge de la jeune fille. Il lui dit de ne pas bouger et Nina est inquiète pour sa vie, certes, mais elle est encore plus inquiète pour la sécurité de sa petite sœur. Alors, sans réfléchir, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le téléphone de son père qu'elle avait dans la poche et elle tape avec en plein dans l'œil de l'agresseur. Surpris par cette manœuvre et également sous l'emprise maintenant de la douleur, l'homme relâche Nina. Il crie de douleur, mélangé également à de la colère, et Nina prend sa petite sœur et elle court en sa compagnie vers sa maison pour retrouver son père. Le père, en voyant ces deux filles, remarque tout de suite que quelque chose s'est passé car Nina a une légère entaille qui saigne beaucoup au niveau de la gorge. Rien de grave, mais c'est une petite entaille qui avait été réalisée quand elle a frappé l'homme avec le téléphone, car avec le coup, l'homme a eu une légère réaction qui a créé cette entaille. Heureusement, rien de grave. Le père a demandé ce qui s'était passé, on lui a raconté toute l'histoire, alors il a averti tout le village afin de partir à la recherche de cet individu dangereux. L'homme n'a pas été retrouvé, il avait disparu et il n'a plus jamais été revu. 10 ans plus tard, au moment où Nina raconte cette histoire, elle dit qu'elle a toujours les mêmes questions en tête. Comment cet homme connaissait son nom? Est-ce qu'il savait qu'elle et sa sœur seraient là à ce moment-là? Qui était-il et que voulait-il? Et elle raconte aussi que même bien plus âgée, elle fait toujours des cauchemars de cette situation abominable qu'elle a vécue. Dans un nouveau témoignage sera celle de quelqu'un que nous appellerons Élise. Élise nous dit que son histoire s'est passée alors qu'elle était âgée de 20 ans et elle nous témoigne que dans sa vie, à ce moment-là, ça n'allait pas très bien. Elle était assez mal dans sa peau, dépressive, elle consultait d'ailleurs des spécialistes pour pouvoir aller mieux, mais le spécialiste qu'elle consultait l'a invitée à passer un séjour en hôpital psychiatrique afin qu'elle soit bien prise en charge dans un environnement sécurisé. Élise était volontaire, après réflexion, elle a donné son accord. Alors, elle a intégré le fameux hôpital psychiatrique. Pour décrire un petit peu cet endroit, Élise nous dit que c'était un endroit qui était spécialisé dans les pathologies dépressives. Les patients n'étaient pas du tout enfermés, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, il y avait des activités même qui étaient proposées et des rendez-vous tous les jours avec des spécialistes afin de voir si ça va mieux ou pas. Rien en soi de spécial dans cet établissement. Élise a noué des liens avec certains patients. Et au fur et à mesure, à force de discuter avec les différents patients qui occupaient l'établissement, on a commencé à mettre en garde Élise contre quelqu'un. Un certain Alex qui, étonnamment, traînait toujours seul dans l'hôpital psychiatrique. Il semblait n'avoir aucun ami. Alors qu'il était là depuis plus longtemps qu'Élise,
et elle-même avait déjà noué quelques liens. Donc, assez curieuse, Élise a posé des questions vis-à-vis de cet individu. Elle a commencé à s'intéresser à lui. Et tout ce que Élise a pu savoir, c'est que ce fameux Alex avait lui été interné d'une manière complètement opposée à celle d'Élise, c'est-à-dire que lui a été interné de force. Si ça avait été uniquement au dû de son bon vouloir, jamais il ne serait venu. Donc, assez empathique vis-à-vis de cette personne, Élise a décidé d'entamer une conversation avec le fameux Alex. Et à sa grande surprise, elle ne voit aucune raison qui pourrait faire qu'il est complètement antisocial. Il a de la discussion, il est intéressant, il est drôle, il a même d'ailleurs des points communs avec Élise. Alors rapidement, lui et elle commencent à devenir amis. Et même des petits rituels entre eux s'installent. C'est pour dire, à 21h en général il y a le couvre-feu, l'heure à laquelle tous les patients doivent aller dans leur chambre pour dormir. Eh bien Alex avait pris l'habitude de raccompagner comme un gentleman Élise à sa chambre et après il retournait à la sienne. Ça a duré pendant à peu près 2 semaines et pendant ces 2 semaines à chaque fois le rituel était en place, c'est-à-dire qu'Alex raccompagnait Élise à sa chambre, il allait ensuite dans sa propre chambre et après les infirmiers faisaient leur ronde habituelle. Mais une nuit, un événement bien étrange s'est produit. Élise a été raccompagnée par Alex, donc elle est rentrée dans sa chambre, elle a fermé la porte et elle s'est mise au lit. Sauf que assez rapidement, alors qu'Élise commençait à sombrer dans le sommeil, elle a entendu la porte de sa chambre s'ouvrir. Sa porte grinçait, donc il n'était pas difficile de l'entendre, et après ce léger grincement, elle a entendu, comme si quelqu'un marchait sur la pointe de pied sur un parquet grinçant, des bruits se rapprocher petit à petit de là où elle se trouvait, et au fur et à mesure que ce bruit se rapprochait d'elle, un autre son s'ajoutait à cela. C'était un son d'une respiration très forte, un peu étouffée. Le cœur d'Élise s'est accéléré, elle ne paniquait pas parce qu'étant dans un établissement, elle se sentait quand même assez relativement en sécurité, mais elle a quand même un léger stress. Donc Élise prend la décision de ne pas bouger. Elle fait comme si elle dormait et elle entend ensuite comme des sons de frottement et puis après, mis à part le fameux son de respiration, plus rien. Et quelque chose l'a fait légèrement sursauter. C'est un autre son, celui de sa porte de chambre qui claque. Là, dans la tête d'Élise, c'est l'incompréhension. Elle n'a pas entendu des bruits qui pourraient montrer que la personne qui est rentrée dans sa chambre est repartie. Donc, elle essaie de comprendre comment c'est possible que la porte soit fermée. Mais rapidement, tout fait sens. Il y a des infirmiers ou des infirmières qui font des rondes. Donc, elle suggère qu'en réalité, c'est un des infirmiers ou une des infirmières qui, en faisant sa ronde, a vu que la porte était ouverte et l'a donc fermée. Alors, Élise comprend qu'elle n'est toujours pas seule dans sa propre chambre. Et elle comprend d'ailleurs autre chose, car elle entend toujours le fameux bruit de respiration. Ce qu'elle comprend, c'est que la personne qui s'est introduite dans sa chambre s'est cachée sous son lit. Donc un peu quand on est petit et qu'on a peur de faire dépasser ses pieds de la couette car il y aurait un monstre sous le lit, Élise, par instinct, reste bien emmitouflée dans sa couette. Elle est pétrifiée, elle ne bouge pas, elle espère que la personne qui est cachée sous son lit va vite partir et heureusement, son souhait a été exaucé. Après de longues minutes, la personne qui s'était cachée sous son lit est repartie. Il y a eu de nouveau les bruits de grincement, puis le bruit de la porte qui claque. Élise en est sûre, elle est de nouveau bel et bien seule. Pas une seule fois elle s'est retournée pour voir qui s'était introduit dans sa chambre. Dans un premier temps, elle avait pensé peut-être à un infirmier, mais un infirmier ne serait pas venu aussi près du lit pour voir si Élise dormait bien. Donc elle soupçonne quelqu'un d'autre. Le lendemain, Élise a appris une grande nouvelle. Cette nouvelle, c'est que le fameux Alex était porté disparu. Il s'était enfui. C'était pas une affaire compliquée car l'établissement était très peu sécurisé, tout le monde pouvait partir quand il le désirait, donc il n'y avait pas d'affolement ici vis-à-vis du départ d'Alex. Néanmoins, personne ne sait à quel moment Alex est parti, ni où il est allé. Alors, un peu plus tard au cours de la journée, Élise a raconté ce qu'il s'était passé pendant la nuit, et pour le spécialiste, il n'y a qu'une réponse à cette question qui se pose, c'est que les médicaments qu'Élise prend pendant son traitement l'ont rendu paranoïaque et en réalité il ne s'est absolument rien passé. Mais Élise, elle, en est sûre et certaine, il y avait bien quelqu'un qui s'est aventuré dans sa chambre alors qu'elle était censée dormir. Donc on a quand même deux choses qui se posent. Élise doute quand même de la véracité de son histoire car on lui dit que des médicaments auraient pu lui faire avoir ce type d'hallucination. Donc hallucination ou événement réel,
C'est dur à dire et il est probable qu'Élise n'ait jamais la réponse à cette question. Autre point pour conclure cette histoire, Élise a appris en parlant un petit peu d'Alex et de sa disparition qu'il n'était pas interné ici pour la première fois. Il avait déjà été interné par le passé et ça c'est un élément qu'Alex a omis de signaler à Élise pendant qu'il faisait connaissance. Quoi qu'il en soit, très peu de temps après, Élise a mis fin à son internement, elle se sentait beaucoup mieux et ça c'est quelque chose dont on peut se réjouir pour elle. Mais quoi qu'il en soit, bien que tous ces événements dans l'hôpital psychiatrique lui ont permis d'aller mieux, il y a quand même une nuit dont elle se souvient encore aujourd'hui. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce qu'a partagé Damien. Damien nous explique qu'il y a 6 ans, les 6 années avant qu'il ne raconte son histoire, il a disparu. Et ce qui est fou, c'est que cette disparition, c'est lui-même qui en est à l'origine. Mais pour tout comprendre, il faut revenir au début de son histoire. Il nous dit qu'il a grandi dans une famille très aisée. Il n'a jamais manqué de rien. Ses parents faisaient des métiers qui rapportaient beaucoup d'argent, tellement d'argent qu'ils n'avaient pas forcément besoin de regarder régulièrement leur compte en banque pour voir s'ils pouvaient s'autoriser certaines dépenses. Mais à cause de cette situation bien particulière, Damien explique qu'il avait énormément de pression de la part de ses parents. Une pression à énormément travailler. Alors à l'école, Damien se donnait beaucoup, il n'arrivait pas vraiment à sociabiliser avec ses camarades, il était même harcelé. Et quand il se plaignait de cette situation, ses parents lui disaient qu'il devrait plutôt se réjouir d'être dans une famille aisée, et ses professeurs disaient exactement la même chose. Alors, un conflit a commencé à se créer entre Damien et ses parents. La seule personne avec qui il s'entendait plutôt bien, c'était sa sœur. Alors, quelque chose, une sorte d'obsession, a commencé à se créer dans la tête de Damien. Il manquait cruellement d'amour, de reconnaissance. Alors ce qu'il a commencé à faire, c'est des petites fugues. Il partait pour ensuite revenir quelques heures plus tard et il espérait que ses parents l'accueillent à bras ouverts, inquiets. Mais c'est l'inverse qui se produisait, ses parents l'accueillaient extrêmement en colère. Alors notre jeune ami a commencé à se tourner vers d'autres vices. La boisson par exemple. Il buvait énormément, même à l'école. Parfois il séchait même les cours pour aller dans les toilettes et boire jusqu'à en perdre la raison. Les surveillants allaient le chercher, pour lui ça lui faisait une sorte de jeu. Il cherchait en fait continuellement à sortir de la vie dans laquelle il se sentait piégé. Et au fur et à mesure qu'il vivait cette situation, cette fameuse obsession qu'il avait de partir s'est développée, elle l'a mué et ça s'est transformé en quelque chose d'autre. Damien a commencé à imaginer le fait de se faire passer pour mort, d'abandonner sa vie pour partir complètement et vivre sa vie. Alors, il a commencé à beaucoup se renseigner sur comment ça pouvait se passer. Il ne regardait pas des témoignages de personnes qui avaient simulé leur mort, mais ce qu'il regardait, c'était plutôt des histoires sur des disparitions mystérieuses où on n'a jamais retrouvé la personne disparue afin de voir un petit peu comment ça pouvait se passer. Il utilisait également un pseudonyme sur certains forums pour poser des questions, essayer de savoir comment pouvait se passer telle ou telle procédure, notamment pour changer d'identité par exemple. Et à un moment donné, pour Damien, une opportunité en or s'est présentée. La famille a décidé de partir en vacances. Le lieu n'avait pas encore été décidé, mais c'est Damien qui a décidé de prendre un peu les choses en main. Il s'est renseigné de son côté afin de voir dans quel pays il y avait le plus de disparitions. Et il a trouvé un pays qui semblait coller sur tous les points à ce qu'il recherchait. Il n'a pas dit le nom du pays, mais en tout cas c'était un pays où il y avait beaucoup d'enlèvements, notamment pour du trafic d'organes, du trafic d'humains. Alors, il en a parlé à ses parents. Ses parents étaient au fait que ce n'était pas un pays très sécurisé, mais il a réussi à jouer sur le fait que de toute manière, ils iraient dans un club, un truc extrêmement sécurisé. Et finalement, séduit par l'argumentaire de vente de Damien, la famille décide donc de partir là où il l'avait décidé. Pour Damien, il était temps maintenant de mettre les choses en place. Au moment du départ en vacances, il serait majeur, donc il a décidé de préparer son coup. Il a pris certaines cartes de crédit de son père et de temps en temps, il retirait un peu d'argent. Ici et là, il le faisait d'une manière pour que les banques ne soient pas suspicieuses et que son père non plus. Il avait étalé ses fameux retraits et donc il a réussi à retirer au total 25 000 €. Donc vient ensuite le départ en vacances. La famille, père, mère, sœur
et Damien arrivent à destination dans le fameux club hôtel. Tout le monde s'installe et d'abord la famille profite. Damien profite un maximum avant de mettre son plan à exécution et à un moment donné il se retrouve seul avec sa sœur, la seule personne dans sa famille à qui il tenait donc. Il lui a fait comme un petit discours d'adieu, elle ne se doutait de rien, il lui a dit qu'il tenait à elle et il ne s'était jamais vraiment dit ce genre de choses. Donc quand Damien a reçu la même chose de sa sœur, c'est-à-dire que sa sœur a dit qu'elle tenait à Damien, il a hésité presque à ce moment-là de tout annuler. Mais rapidement, il s'est rendu compte que le problème ne venait pas de sa sœur mais de ses parents, donc il a été primordial pour lui de partir. Il prétexte donc une excuse. Il dit qu'il va aller à la piscine se baigner. Les parents, eux, n'y voient aucun inconvénient car il y avait beaucoup de petites fêtes pour les jeunes qui étaient faits à la piscine, donc pourquoi l'en empêcher, sachant que tout était extrêmement sécurisé. Mais Damien, lui, avait prévu le coup. Il disait qu'il allait aller à la piscine, sauf que ce qu'il allait réellement faire, c'était aller chercher un sac qu'il avait laissé dans un buisson au préalable, un buisson assez caché, où il avait laissé des affaires lui appartenant. Il s'est changé et il a dispersé certains de ses vêtements aux abords de l'hôtel pour faire croire au fait qu'il a été enlevé. Après cela, notre jeune ami est allé acheter d'autres vêtements, il a également changé de sac et il avait déjà au préalable pris avec la carte bancaire de son père un billet d'avion pour rentrer en France. Vous allez comprendre pourquoi. Alors l'avion devait partir le lendemain de la disparition de Damien, donc il avait juste une nuit à passer pour ensuite partir. Il a passé cette nuit à boire dans un bar qui était à 1h30 à pied de l'aéroport et après cela, une fois que le jour s'est levé et qu'il était temps, Damien a réussi à prendre l'avion et à rentrer en France. Après cela, ce qu'il a fait, il a pris des bus, il a fait du stop pour rentrer jusqu'à chez lui. Avec son double de clé, il est rentré dans sa maison, il a pris d'autres affaires et ensuite, il est parti vivre sa nouvelle vie. Au début, avec l'argent qu'il avait pris, il a pu vivre dans des colocations, il s'est mis à travailler et à se créer clairement une nouvelle vie. Il n'a pas changé d'identité car il explique qu'il a demandé aux administrations de ne pas divulguer ce qu'il faisait par rapport à des problèmes familiaux. Cette situation a duré un moment, pendant 6 ans, au moment où Damien partage son histoire sur Reddit. Il dit qu'il est même devenu papa et qu'il a toujours accès à certains réseaux sociaux et il voit de temps en temps sa sœur, notamment à son anniversaire, qui essaye de rentrer en contact avec lui car en fait personne ne sait du côté de sa famille, j'imagine, s'il est en vie ou pas. C'est là que cette histoire se termine, une histoire absolument folle, je trouve en tout cas. C'est difficile d'avoir un avis, je trouve, sur cette histoire parce qu'on se dit que envisager une telle solution si radicale, ça semble être exagéré, mais après on ne connaît évidemment pas quel était l'avis de Damien avant de prendre la fuite. Sûrement qu'il avait en fait ses raisons. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que Damien est heureux aujourd'hui et personnellement en tout cas, j'espère qu'un jour, eh bien, il arrivera à renouer avec sa famille et que sa famille et lui, eh bien, arriveront à repartir sur de nouvelles bases. Mais quoi qu'il en soit, des bases beaucoup plus saines. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce qu'a partagé Julie. Julie nous explique qu'elle était en vacances avec sa famille, sa petite sœur et la meilleure amie de sa petite sœur. Julie était âgée de 16 ans et les plus jeunes, elle, étaient âgées de 14 ans. Elle nous dit qu'elle vivait dans une résidence partagée avec d'autres personnes qui pouvaient passer des vacances. Il y avait une piscine commune et les jardins des uns et des autres étaient plutôt accessibles. Majoritairement, Julie et sa petite sœur et la meilleure amie de sa petite sœur passaient leur temps à la plage et c'est justement à la plage que tout a commencé. Alors que les jeunes filles discutaient tranquillement, Julie a reçu sur son téléphone un airdrop. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fonctionnalité qu'il y a je crois que sur iPhone. Et en gros avec cette fonctionnalité, on peut envoyer par exemple des photos à qui on veut. Il suffit que la personne soit dans notre périmètre pour qu'on puisse lui envoyer une photo. On peut activer évidemment ou désactiver cette fonctionnalité, apparaître dans le périmètre ou pas, et il se trouve que Julie avait sur son téléphone cette fonctionnalité qui était activée. Et justement, elle a reçu une photo. Elle n'a pas fait attention au nom de l'appareil qui souhaitait lui envoyer une image, elle a simplement accepté, et cette photo, c'était une image de pied dans le sable, avec un message, il y avait marqué « Tu vas mourir ». D'abord, elle pense que c'est l'œuvre d'une des deux jeunes filles qui étaient présentes avec elle. Donc elle dit juste très drôle sans montrer la photo ou quoi que ce soit et elle reprend sa conversation avec les deux jeunes filles. La journée se passe et rien à signaler. Le lendemain,
Les trois jeunes filles sont de retour à la plage et de nouveau le même scénario se reproduit. Julie reçoit la même photo. Cette fois-ci, elle en parle aux deux jeunes filles car elle trouve ça assez malaisant. Sauf que les deux jeunes filles signalent que ce n'est pas leur œuvre. Elles voient la photo pour la première fois et elles aussi sont assez choquées. Julie a du mal à y croire. Elle pense que c'est simplement qu'elles ne veulent pas avouer une blague de mauvais goût. Donc l'après-midi continue et nous arrivons maintenant au soir. Julie nous explique que généralement elle veille un peu plus tard que sa sœur et la meilleure amie de sa sœur. Elle avait pour habitude de regarder des films sur son téléphone, alors il était assez tard et à un moment donné de nouveau, elle a reçu une image via AirDrop de nouveau. Cette fois-ci, elle a fait plus attention à l'appareil qui cherchait à la contacter. C'était un assemblage de lettres qui n'avait aucun sens. De nouveau, Julie accepte la fameuse image et c'est la même. Encore une fois, c'est l'image des pieds dans le sable avec le message « Tu vas mourir ». Et là, Julie se rend compte que ça ne peut pas être sa sœur ou l'amie de sa sœur. Elles sont en train de dormir, elle en est sûre et certaine, alors elle se dit que peut-être la personne à l'origine de ces messages l'a soit suivi, soit que c'est peut-être quelqu'un de la résidence, quelqu'un qui cherche, qui sait peut-être à faire une mauvaise blague. Alors Julie, assez inquiète quand même, essaye de passer à autre chose. Et pendant plusieurs jours, elle y arrive car elle ne reçoit plus aucun message de la sorte. Le temps passe, presque une semaine, et on arrive au moment où nous sommes la veille du départ des jeunes filles pour qu'elles rentrent toutes chez elles. Et ayant regardé quelques films d'horreur pendant leurs vacances, les trois jeunes filles veulent se faire une petite frayeur. Alors qu'elles avaient un peu visité diverses choses dans le coin accompagnées de leurs parents, il y avait non loin de leur résidence une maison abandonnée et juste l'extérieur de cette maison les avait effrayées. Alors, le père de famille avait interdit aux jeunes filles de retourner aux alentours de cette maison. Des mots qui n'ont pas résonné dans la tête des jeunes filles car elles se sont dit, pour célébrer la fin des vacances, qu'ils allaient se rendre dans la fameuse maison de nuit. C'est ce qui est fait. Les trois jeunes filles font le mur quand les parents étaient en train de dormir et ils arrivent à s'aventurer dans la fameuse maison qui les intriguait. La porte était forcée, donc il n'y avait aucun doute que d'autres personnes avaient déjà eu la même idée que nos amis. Elles font leur petite visite et tout de suite elles sont assez mal à l'aise. L'endroit est délabré, il semble même dangereux car certains sols ne semblent pas très résistants et il y a des graffitis. Quoi qu'il en soit, pour les jeunes filles, c'est un endroit propice pour une soirée d'horreur. Elles se disent même qu'il y aurait peut-être des esprits dans la bâtisse. Mais alors qu'elles sont un peu émerveillées par entre guillemets l'horreur de la situation, un bruit vient à leur rencontre. Ce bruit était comme si quelque chose de métallique tapait sur autre chose de métallique. Et ça tapait à intervalles réguliers. Alors curieuse, Julie, sa sœur et l'amie de sa sœur sont allées voir quelle était l'origine de ce fameux bruit. Elles ont donc cherché petit à petit, et c'est là que Julie a senti son téléphone dans sa poche vibrer. Elle l'a pris et elle a vu qu'elle avait reçu une notification AirDrop. Elle a accepté le message et elle a vu que cette fois-ci l'image qu'elle avait reçue était complètement différente des autres images qu'elle avait reçues pendant ses vacances. Cette fois-ci, ce qu'il y avait, c'était encore une fois le message « Tu vas mourir », mais cette fois-ci, il n'y avait pas l'image des pieds dans le sable. L'image qu'il y avait, c'était l'image de l'extérieur de la maison abandonnée où elle se trouvait. Et en observant attentivement cette image, Julie a remarqué qu'il y avait une certaine fenêtre et elle se trouvait non loin de cette fameuse fenêtre. Donc elle s'est dit que si elle allait jeter un coup d'œil au niveau de la fenêtre, elle verrait qui est la personne qui lui envoie des photos. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle se dirige donc à la fenêtre, elle regarde et elle voit simplement une sorte de boule, une sorte d'ombre mais assez, tassée. Mais rapidement, l'ombre s'est relevée. Et il n'était pas difficile ici de distinguer un homme. L'homme avait dans sa main un couteau. Et c'est avec cela en fait qu'il tapait sur un poteau qui se trouvait juste à côté. Et c'est ce qui faisait le fameux bruit qui avait attiré l'attention de Julie et de sa sœur et de l'amie de sa sœur. Effrayées, les trois jeunes filles ont décidé de prendre leurs jambes à leur cou. Elles ont fui la maison abandonnée. Elles ont couru aussi vite que possible pour leur vie. Et se sentant assez éloignées, là, Julie a décidé de se retourner et elle a vu l'individu au milieu de la route, au niveau de la maison abandonnée, qui ne s'était pas mis à leur poursuite, mais plutôt que de chercher à attraper les personnes qui l'avaient effrayé, il était là en train de rire, un rire qui résonnait
et qui s'est éloigné quand l'homme a fait demi-tour et qu'il est parti. Julie et les autres jeunes filles ont continué à courir jusqu'à la résidence. Une fois arrivées, elles n'ont rien dit aux parents car on leur avait formellement interdit d'aller dans la maison abandonnée. La police n'a pas été prévenue car elle n'avait pas le droit d'y aller. Il y avait violation de propriété privée. Et le lendemain, tout le monde est rentré chez soi. Cette expérience a servi de leçon à Julie. Elle a désactivé la fameuse fonctionnalité AirDrop. Maintenant, il n'y a que ses amis qui peuvent lui envoyer des airdrops. Elle nous dit pour conclure qu'elle va toujours en vacances dans la fameuse résidence où tout s'est passé, que la maison abandonnée elle aussi est toujours là, mais qu'elles se sont fait une promesse, elle et sa sœur, c'est de ne plus jamais y remettre les pieds, et je pense à raison. Et voilà les amis, on en a fini pour ces différentes histoires. J'espère que ça vous a plu. En tout cas pour moi c'était un réel plaisir de vous les partager. Si vous avez passé un bon moment sur cette vidéo, que vous souhaitez être au courant du prochain contenu qui va sortir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime, sachez que c'est extrêmement important. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour me partager votre histoire. C'est avec plaisir que je la lirai et que je la repartagerai plus tard dans une vidéo abonnée si vous le désirez évidemment. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!